On est de retour sur le plateau de la REF 2022 où on parle incertitude, on parle aussi risque, opportunité et on parle RSE. Je suis accompagné de Laurent Combalbert et on va parler donc d'incertitude et savoir comment est-ce qu'on peut la gérer. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis présenter votre parcours, s'il vous plaît? Alors, je suis négociateur professionnel, c'est-à-dire que j'accompagne les organisations dans leurs négociations complexes et je suis un ancien négociateur du RAID. J'ai eu la chance de faire partie de la première équipe de négociation constituée à la fin des années 90 et puis j'ai évolué ensuite vers la gestion des kidnappings et des extorsions pour maintenant accompagner les organisations sur le travail de confiance dans les environnements complexes et incertains. Donc on peut dire que gérer le risque, gérer l'incertitude, c'est ce que vous faites depuis un certain nombre d'années. Au début avec le RAID, aujourd'hui en accompagnant les entreprises, effectivement vous parlez de négociations, on va dire un peu complexes, ça peut être de la négociation commerciale, ça peut être de la négociation sociale. Dans certains cas également, parfois ça peut être dans des enjeux liés à des enlèvements en fonction de où on se situe, on va dire au niveau géographique et quel est aussi son cœur de métier. Donc des environnements plutôt de stress. Aujourd'hui, alors toutes les entreprises ne sont pas soumises à ces mêmes risques, ni à ces mêmes stress. C'est normal. En revanche, elles sont toutes soumises à un contexte autour qui est de plus en plus fluctuant, qui est de plus en plus changeant. On parle de crise depuis le début de cette matinée, alors que ce soit la crise Covid qui a pu toucher la crise sanitaire, la crise écologique, on l'a ressenti encore cet été avec les températures, le climat, les problématiques aussi liées aux fournisseurs avec la capacité à retrouver des matières premières. On parle encore de crise énergétique. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, notamment avec l'électricité. On sent que tout ça bouge. Alors, quand on est dans un contexte finalement d'incertitude, comment est-ce qu'on arrive à gérer au mieux cette insécurité, cette situation en interne dans les entreprises ? Alors c'est vrai que l'expérience que j'ai eu la chance de vivre au sein du RAID était liée à des situations de négociations complexes, mais surtout avec une part d'incertitude importante. Donc ça faisait partie du système, ça faisait partie de l'environnement, du jeu. Quand on partait sur une mission, on savait qu'il y avait une grosse part des informations qui étaient incertaines et que la situation allait évoluer, probablement dans un sens qu'on n'avait pas anticipé. J'ai retrouvé ce même sentiment et cette même incertitude dans le monde de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on voit émerger aujourd'hui beaucoup de réflexions sur cette notion d'incertitude, d'insécurité, de sentiment de complexité. Mais en fait, ce n'est pas la question de l'incertitude qui compte, c'est l'acceptation de cette incertitude. Dans le métier que je fais, je sais que la plupart des informations que je vais voir au départ sont fausses, obsolètes, interprétées par ceux qui vont nous les donner. Donc les premières décisions qu'on va prendre vont être basées sur une incertitude marquée. Et cette acceptation qu'on doit avoir de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, c'est surtout là-dessus aujourd'hui qu'on doit travailler. L'environnement économique est ce qu'il est, vous l'avez rappelé, les contraintes fournisseurs, les contraintes du prix des matériaux, l'inflation, il y a beaucoup d'éléments qui viennent aujourd'hui perturber la vie des entreprises. L'incertitude a toujours été présente, mais c'est cette conjonction d'éléments et cette rémanence et cette permanence de l'incertitude qui fait qu'aujourd'hui on sent du stress dans les organisations. Alors, finalement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il faut finalement accepter l'incertitude. En tout cas, se dire que ce qu'on ne maîtrise pas, par définition, on ne le maîtrise pas et qu'il faut arriver à passer outre. Pour autant, cette insécurité ou ce ressenti d'insécurité n'est pas le même d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui ont un sentiment d'insécurité assez rapide dès que quelque chose, on va dire, sort un peu du cadre, là où d'autres personnes, avant qu'elles sentent, on va dire, ce sentiment d'insécurité, il faut aller beaucoup plus loin parce que peut-être que intrinsèquement elles sont plus habituées ou qu'elles sont plus à l'aise finalement à gérer ces changements. Comment on fait justement dans une organisation, une entreprise, quand on n'est pas tous au même niveau parce que tout le monde ne gère pas cette incertitude de la même façon? Alors c'est vrai qu'on appelle ça le quotient d'insécurité. Ce qui va nous intéresser, c'est l'acceptation du niveau d'insécurité qui va être généré par l'incertitude. Et cette acceptation-là, vous l'avez dit, elle passe d'une personne à l'autre, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. D'abord parce que culturellement, certaines cultures sont plus appétentes au risque et à l'incertitude que d'autres. Ensuite, notre éducation nous a amené, pour certains, à être très coucounés, encadrés et à prendre peu de risques, ou certains autres parents amènent leurs enfants à jauger les risques et à apprécier eux-mêmes jusqu'où ils peuvent aller. Donc cette appétence au risque et cette confiance en soi dans les situations d'incertitude, elle est d'abord liée effectivement à une culture, à une éducation, et puis elle est aussi liée à un profil particulier. Je pense qu'on a vécu une expérience d'incertitude assez extraordinaire avec la Covid, où finalement, du jour au lendemain, l'activité s'est arrêtée. On a pu mettre tout un pan de l'activité économique à l'arrêt. On a pu, au contraire, pousser d'autres pans de l'économie à se réinventer, se réorganiser. Et on a vu dans cet environnement certains leaders surgir, émerger. Parce qu'ils avaient ce quotient d'insécurité élevé et ils ont vu cette incertitude comme une opportunité, comme une capacité à s'engager, à prendre des décisions. Je crois que ces moments d'incertitude révèlent ce qu'on appelle les leaders visionnaires, les défricheurs.
Ceux qui vont se décider à aller sur un terrain nouveau, à aller sur un terrain qui n'a pas encore été exploré, accepter la prise de risque. Et souvent, ce qui les caractérise, c'est leur capacité à décider vite. Ce sont des leaders qui décident rapidement et donc qui acceptent qu'une partie des informations qu'ils ont au départ pour analyser la situation et prendre leurs décisions soit fausse, soit obsolète. Et donc, ils prennent le risque de se tromper. Mais cette capacité, cette appétence à l'incertitude, elle est à la fois utile dans l'adaptation et l'agilité. L'agilité, c'est la capacité à s'adapter le plus vite possible, le plus rapidement possible, avec les moyens disponibles. Donc il y a une grosse part d'improvisation. Mais cette capacité d'acceptation de l'incertitude, elle peut parfois être risquée, parce qu'on peut aller trop vite, ou on peut partir sur un terrain complètement fou et finalement s'apercevoir que ça ne va pas fonctionner. Donc ce qui fait l'efficacité, la performance, comme vous le disiez dans le titre de cette présentation sur la performance dans l'environnement d'incertitude, c'est certes la capacité à décider vite pour lancer une initiative, et puis c'est ensuite la capacité à décider juste pour l'organiser, pour la mettre en œuvre sur le terrain. Donc d'une personne à l'autre, effectivement, le quotient d'insécurité n'est pas le même, et on va devoir manager différemment. L'expérience de la Covid a montré qu'on avait des opérateurs. Donc des opérateurs, ce sont ceux qui prennent la stratégie, qui prennent la vision stratégique et qui la mettent en œuvre sur le terrain. Des opérateurs qui acceptaient cette incertitude, qui parfois se sentaient à l'aise. Quand on s'est mis en télétravail, certains opérateurs se sont sentis plus efficaces, ont surperformé, parce qu'on leur a délégué une partie du pouvoir de décision, parce qu'on leur a lâché un petit peu la bride. Et c'est cette capacité à s'engager et à prendre les initiatives qui les a révélées. Les opérateurs autonomes. Et puis les opérateurs encadrés, qui eux avaient besoin qu'on les accompagne, qu'on les coucoune. Moi j'utilise souvent ce terme parce que dans mes équipes, j'ai eu des personnes comme ça qui avaient besoin qu'on les appelle régulièrement, tous les soirs, même juste pour savoir si tout allait bien. Et donc là aussi, ça a révélé que ce quotient d'insécurité n'est pas le même d'une personne à l'autre. Mais on peut le faire évoluer. On peut le faire évoluer dans le sens d'une prise d'engagement et une prise d'initiative. Alors, on le comprend bien, hein, on va dire, c'est la première étape, ce que vous appelez, vous, les défricheurs, en tout cas, ces personnes qui se sentent à l'aise dans la sécurité, qui sont même des promoteurs presque, puisque c'est eux qui vont aller prendre des risques, qui sont prêts à aller en avant. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on embarque finalement toutes ces autres personnes qui ne sont pas des défricheurs et pour autant dont on a besoin pour pouvoir faire avancer le projet, pour que le projet se développe. Donc on a bien compris qu'effectivement il y a ces fameux collaborateurs qui sont des constructeurs entre guillemets, qui vont mettre en œuvre les projets. Sur eux c'est pareil, il y a une forme de management qui va se faire un peu différemment. Pour autant on l'a bien senti dans les structures, il y a certes le défricheur, il y a certes peut-être ceux qui construisent et qui sont parfois à l'aise, et puis il y a aussi toutes les personnes qui dans une entreprise sont pas dans cet état d'esprit-là, qui peuvent avoir des craintes, peuvent essayer de ne pas prendre de décision, peuvent parfois certains même ralentir le projet parce que des craintes qui sont trop fortes. Donc comment est-ce qu'on fait finalement quand on est dans une organisation comme une entreprise où on a plusieurs profils pour arriver à ce que tout ça fonctionne? C'est vrai que la notion de ralentisseur du système, on les appelle les ralentisseurs, on a une répartition qui s'appelle LOR, leader, opérateur, ralentisseur. Les leaders ont la vision stratégique, ils sont soit visionnaires, avec une idée, avec une capacité de prise de risque, soit missionnaires. Je prends la vision et je la rends opérationnelle, j'en fais une mission, j'en fais quelque chose de possible et de tangible. Les opérateurs sont soit autonomes, soit encadrés. Les encadrés prennent moins d'initiative que les autonomes, mais ils sont quand même actifs et dans l'action. Les ralentisseurs, c'est vrai que cette notion de ralentisseur, malgré eux, ceux qui auraient envie de s'engager, ceux qui auraient envie de prendre en compte le changement et de considérer l'incertitude de manière positive, eux vont au contraire se figer, vont créer de l'inertie. Souvent, les ralentisseurs, malgré eux, ce sont des personnes qui sont peu appétentes au changement, qui sont parfois réfractaires au changement. Alors, ne confondons pas la réticence au changement et la réfraction au changement. Le réticent au changement, lui, il est dans la zone de confort, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. La zone de confort, c'est un mode de fonctionnement dans lequel notre cerveau nous dit « ne te mets pas trop en avant, ne change pas trop de choses, parce que ça va consommer de l'énergie physique, psychique, et ce n'est pas bien pour ça. » Le rôle du cerveau, c'est de préserver notre énergie. Maintenant, cette réticence, on peut la pousser, on peut l'engager par la mission, par le sens, par l'émotion qu'on va donner quand on va exprimer ce qu'on va faire. Le réfractaire, lui, il a peur. L'élément principal qui caractérise le réfractaire, c'est la peur du changement. Et cette peur du changement, elle ne peut pas se contraindre. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a peur « n'aie pas peur ». Ça, c'est antipathique, antipathos. Je vois sa peur, mais je la refuse. Donc là, c'est l'attitude du manager, l'attitude du leader qui va devoir pousser ces réfractaires pour les amener à se mettre en mouvement. Et ça, c'est basé sur l'empathie. L'empathie qui est aussi un outil de gestion de l'incertitude, un outil d'acceptation de l'incertitude comme un facteur d'efficacité. On a aussi parfois des ralentisseurs toxiques, qui eux ne sont pas des ralentisseurs malgré eux, mais qui sont des ralentisseurs volontaires, qui vont faire en sorte que le système n'avance pas, qui vont pinailler. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être idéologique, ça peut être pour des intérêts personnels. Mais ces ralentisseurs-là, eux, sont difficiles à engager parce que leur comportement est souvent délétère.
Et on n'ose pas toujours les recadrer de manière assertive. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Autant on engage par l'empathie à la relation les ralentisseurs malgré eux, autant on recadre avec assertivité les ralentisseurs toxiques. Et si ça ne fonctionne pas, il faut les sortir de l'équipe. Parce que de toute façon, ils ne seront pas engagés dans cette évolution. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dont vous nous parlez, Laurent. C'est vrai que dans les entreprises, dans les structures, on a envie de se dire que finalement, nos fameux leaders, nos fameux défricheurs, ce sont finalement nos managers. Hein. Or, malheureusement ou heureusement, c'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, un ralentisseur, ça peut être un manager qui est à la tête d'une équipe et qui lui-même ne sait pas vraiment où on va, qui se sent pas en confiance justement dans ce mouvement global d'incertitude et de changement et qui du coup va aussi transmettre peut-être ses craintes à ses équipes. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement quand on est dirigeant d'une entreprise, quand on est, pourquoi pas aussi, à la tête des ressources humaines, pour pouvoir déjà parler à ces managers et reconnaître ceux qui sont à l'aise, qui sont défricheurs, qui sont plutôt ceux qui vont faire accélérer la locomotive, et puis finalement aller chercher ces managers qui, eux, sont peut-être dans cette zone d'incertitude, de ralentisseurs. Alors, espérons quand même pas de ralentisseurs toxiques, mais sait-on jamais, parfois peut-être que certains sont dans cette posture, pour changer la situation et pour faire en sorte que justement tout le monde adhère à un projet de transformation. Vous savez que l'engagement dans une organisation, quelle qu'elle soit, se fait d'abord par la mission. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on sert? Alors la raison d'être, les entreprises à mission, ce sont des choses qui sont mises en avant et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs recherchent ce sens. Donc on engage par le sens, on explique pourquoi on est là et pourquoi on le fait. On engage aussi par les valeurs qui vont organiser l'ensemble de la mission. Et puis on engage aussi par les règles du jeu, les règles de l'équipe. Et dans ces règles-là, il y a cette acceptation que tout le monde ne puisse pas être managé de la même façon. On s'est aperçu depuis quelques années qu'effectivement, nos collaborateurs ne doivent pas être managés de la même façon selon qu'ils ont ou pas un quotient d'insécurité élevé. Donc aller chercher des managers, c'est-à-dire ces courroies d'entraînement qui sont censés pousser l'ensemble des collaborateurs quand eux-mêmes sont des ralentisseurs, ça se fait par la confiance. Ça se fait par la capacité qu'on a à dire à un manager dont on constate qu'il devient ralentisseur, qu'on a vu ce qui se passait, qu'on a vu qu'il était en situation délicate, qu'on a vu qu'il était moins punchy, moins engagé qu'avant, et essayer de comprendre pourquoi. Donc par l'entretien, par la discussion, et puis encore une fois, par cette relation empathique. On appelle ça l'écoute engagée. L'écoute engagée dans une relation, quelle qu'elle soit de négociation ou de management, c'est l'acronyme DEAR, D-E-A-R. Je dois être à disposition de l'autre. C'est-à-dire qu'un manager qui freine et qui n'est plus engagé comme il était, on va devoir lui accorder du temps. Ce n'est pas de la perte de temps, mais c'est surtout se mettre à sa disposition. Physiquement, on doit donner du temps, pas entre deux portes ou en faisant des mails en même temps. On doit donner du temps réellement pour lui montrer qu'on est là pour l'écouter, et puis on doit montrer une mise à disposition psychologique. On doit être réellement à son écoute. On n'est pas là pour le convaincre, on est là pour comprendre ce qui va se passer. Ensuite, on doit être empathique. Souvent, les gens qui sont des réfractaires au changement ou qui sont des ralentisseurs malgré eux sont dans la crainte de ce qui va se passer. Et donc souvent on leur dit, vas-y, allez fonce, vas-y, engage-toi, tu vas voir, ça va être bien, la nouvelle organisation, elle est adaptée à la situation, tu vas voir, ça va être bien. Et c'est ça qui les inquiète, parce qu'ils sont spectateurs de ce qui se passe. Donc on commence d'abord par verbaliser le droit qu'ils ont à avoir peur. La peur est une émotion légitime, donc on peut être inquiet de ce qui se passe, mais on doit pouvoir le dire. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la nouvelle organisation ? Est-ce que quelque chose vous inquiète dans ce qu'on est en train de mettre en place ? Et puis ensuite, accepter que cette peur puisse devenir une énergie. On a tous peur quand on est face à une crise ou face à un changement, mais on va juste savoir l'utiliser et la laisser à son niveau primaire ou la laisser se dégrader en angoisse, et là, elle devient un problème. Et puis ensuite, on doit être assertif. À disposition, empathique, assertif. Assertif, c'est mobiliser dans son propre objectif. Je dois défendre ma position, je dois défendre l'objectif de l'organisation, je dois défendre la mission que je donne. Et puis respectueux de l'autre. Respectueux de l'autre, on doit lui laisser du temps. Il ne faut pas vouloir le forcer ou vouloir aller trop vite. Souvent, un ralentisseur qui est mal identifié ou qui est mal managé va devenir encore plus ralentisseur, voire même basculer des ralentisseurs malgré eux aux ralentisseurs toxiques. Donc c'est tout à fait juste, il faut être très attentif à la façon dont on communique, dont on engage, dont on présente la mission. C'est ça qui va faire la différence. Et c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur la peur est effectivement un instinct primaire qui a permis à l'être humain aussi de survivre. Et même tous ceux qui font des sports, on va dire, à risque, ou en tout cas des métiers à risque, peuvent connaître la peur. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on la gère et comment est-ce qu'on vit avec cette peur qui est en nous. Mais donc en aucun cas dire qu'on n'a pas peur. Je pense que n'importe quel, même vous, sur certaines missions, peut-être que vous avez dû ressentir des moments justement un peu de crainte ou autre. Et le problème, c'est pas de savoir qu'on a peur ou pas, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette situation avec ce sentiment qu'on ressent. J'ai toujours peur, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je pars sur une mission, quand je pars sur une négociation, quand j'accompagne une équipe, bien sûr que j'ai peur. Parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a de l'incertitude. Et cette peur, il y a deux solutions. Soit on la refuse,
Et un jour ou l'autre, elle va émerger. Mais elle va émerger tellement fort qu'on ne pourra pas la contrôler. Ou alors on l'accepte, parce que la peur est une bonne émotion. La peur, c'est avoir conscience des risques qu'on va courir. On n'est pas courageux si on n'a pas peur. Le courage, c'est la peur de se tromper, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, et l'audace d'y aller quand même, l'audace de décider malgré tout. Donc les gens qui affrontent des situations d'incertitude et qui n'ont pas peur ne sont pas courageux, ils sont fous, ils sont inconscients, mais ils ne sont pas courageux. Donc oui, la peur est une super émotion. Maintenant, ce n'est pas toujours facile à dire. Quand vous parlez dans un environnement d'entreprise du fait que la peur est une émotion utile, parfois on a le sentiment que si je dis que j'ai peur, je vais passer pour un faible, je vais passer pour quelqu'un de pas capable, et je préfère me faire croire que je n'ai pas peur. Et ça, c'est dangereux, bien évidemment. Alors, un autre point aussi qui est assez intéressant finalement, c'est de se dire que tout ce que vous nous dites, ça paraît du bon sens. Finalement, c'est aussi des compétences de manager qu'il faut développer, être capable de manager des personnes différemment en fonction de leur profil, de savoir les identifier, se dire, essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'une personne parfois peut être réfractaire ou peut être ralentisseur. Tout ça, c'est des compétences qu'on n'a pas toujours en tant que manager dans les entreprises, parce que dans de nombreuses entreprises en France, c'est très vrai dans les petites structures, ça l'est aussi dans des plus grosses, on a tendance à donner ce pouvoir de manager à des personnes qui ont été des très très bons opérateurs, entre guillemets, des personnes qui sont très bonnes dans leur métier, et au bout d'un moment ils veulent évoluer, et on va dire le parcours un peu logique de cette évolution, c'est le management. Et là, on se retrouve avec des personnes qui sont peut-être très très bons dans leur domaine, mais qui n'ont peut-être pas toutes ces compétences managériales qu'on attend d'eux pour pouvoir faire tout ce que vous nous dites. Comment on fait dans les structures, dans les entreprises, justement, pour accompagner finalement nos managers à être meilleurs et à être capables de tirer tout le monde vers le haut? Déjà, c'est l'acceptation qu'on ne manage pas tous ses collaborateurs de la même façon. Ça, c'est vrai. Ensuite, c'est effectivement reconnaître que savoir manager de l'humain, c'est accepter soi-même l'incertitude. Je vais gérer des équipes avec de l'émotion, la mienne, la leur, l'alchimie de leurs émotions, l'alchimie de leurs intérêts. Ça crée aussi l'incertitude pour soi-même quand on est manager. Donc on doit accepter pour soi-même le fait que l'incertitude du management fasse partie du quotidien. Et puis ensuite, travailler sur des compétences qu'on appelle à tort, je trouve, des soft skills, ou les hard skills, ce sont les compétences qu'on apprend, et puis les soft skills, c'est du comportement. Non, bien sûr que non, on apprend à être empathique, on apprend à être assertif. Si vous voulez être empathique, il faut d'abord commencer par travailler sur l'écoute active. Pourquoi on écoute dans la relation de management? Pas pour répondre, on écoute pour comprendre. Comprendre ce qui motive l'autre ou ce qui le démotive. Et donc l'empathie, ça s'apprend. Paraphraser, reformuler, identifier l'émotion, recadrer, projeter, questionner. Ce sont des techniques et des méthodes qui peuvent s'apprendre et surtout que l'on peut entraîner. Une formation, c'est toujours utile parce que ça va nous rapporter des compétences. Mais l'entraînement, c'est-à-dire l'utilisation de la compétence en situation, c'est aussi quelque chose qui doit être au quotidien des managers. Donc ce ne sont pas des soft skills, ce sont des compétences qu'on acquiert et elles sont parfois plus importantes que la compétence technique. Aujourd'hui, un chef d'équipe, un leader, un organisateur d'une mission, il est plus reconnu sur ses compétences de création de liens et d'agilité dans son équipe que sur les compétences techniques et de pouvoir faire la mission lui-même. Donc parfois, on va dire entre guillemets, avoir cette capacité à se mettre en retrait sur la compétence technique, même si la personne ne fait pas comme nous on aurait fait. En tout cas, c'est plus notre job. Notre job, c'est de l'accompagner, de comprendre comment elle fait et de faire en sorte que sa façon de faire, même si c'est pas celle qu'on aurait utilisée, va lui permettre de réussir et de l'accompagner finalement dans la réussite de son projet. Très clairement, on a une charge cognitive qui est limitée. Notre charge cognitive, c'est notre capacité à traiter de l'information, traiter des données et les analyser pour prendre des décisions. Notre charge cognitive, elle va diminuer dès lors que l'intensité de la situation augmente. Dès lors que je suis face à de l'incertitude, ma charge cognitive va perdre un certain nombre de facteurs. On considère qu'on peut traiter 4 à 6 informations de manière consciente et efficace par temps calme, 1 à 3 informations dès lors que le stress monte, et 0 à 2 informations dès lors qu'on est impliqué personnellement ou qu'on a un enjeu personnel impliqué. Donc le rôle du manager, c'est de garder du recul pour préserver sa charge cognitive et la mettre au service du fonctionnement de l'équipe, pas au service de la conduite de la mission. Le leader va décharger, va absorber l'incertitude globale de l'équipe. L'opérateur technique va absorber l'incertitude technique de l'équipe. Et donc c'est cette répartition entre les deux qui permet d'aller chercher la performance dans l'incertitude. Laurent, très rapidement peut-être pour conclure, un autre point que je trouve aussi intéressant quand on a préparé cet entretien, vous m'expliquiez qu'en fait, on ne peut pas ne pas décider. Que certains managers que vous rencontrez dans des situations un peu complexes vous disent je préfère ne pas décider parce que je ne sais pas où on va et donc moi je reste en retrait, je ne décide pas. Et en fait, ne pas décider, ça n'existe pas. Non, la décision n'a pas de contraire. Ne pas décider, c'est décider de ne pas décider. Donc c'est faire le choix conscient de prendre le risque que la situation dérape toute seule ou que quelqu'un d'autre décide à ma place. Donc bien sûr que le rôle du leader, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix parfois que les autres ne veulent pas faire.
Il n'y a jamais de bonne solution dans l'incertitude. Quand on travaille sur de la négociation, on m'a souvent demandé est-ce qu'on peut rédiger des procédures de négociation. Ça n'existe pas, par définition. La négociation, elle est complexe, elle est faite de facteurs humains, et elle est faite de plein d'incertitudes. Par contre, on peut préparer une négociation avec des questions clés. Et ensuite, on va décider de la réponse qu'on va apporter à chacune de ces questions-là. Donc oui, manager, c'est décider. C'est prendre le risque de faire des choix. On ne peut pas ne pas décider. Et en l'occurrence, c'est souvent à ça qu'on reconnaît les organisations appétentes en incertitude. C'est la capacité à décider vite et à réajuster si elles se trompent ou à confirmer si la décision était bonne. Merci beaucoup, Laurent Comblabert, d'avoir été avec nous sur le plateau de la Rêve du MEDEF aujourd'hui. Merci à vous également de nous suivre. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Ça continue, toujours en direct, à l'hippodrome de Longchamp. Et donc, je vais accueillir sur le plateau dans quelques instants Élodie Bernadi, qui est la directrice RSE de L'Oréal France. À tout de suite.